Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série des Chroniques Quantum Way, une série spéciale en Afrique du Sud où nous passons un peu de temps avec Lise Liebrecht, qui est sud-africaine et présidente de Quantum Way. J'ai l'honneur et le plaisir d'être en compagnie d'Orly Stern, qui nous reçoit chez elle. Merci de nous accueillir ici, dans votre maison, dans votre pays. Merci de votre présence. Je suis très heureuse de vous accueillir ici. Vous êtes avocate humanitaire, également très impliquée dans le domaine de la recherche, et vous êtes aussi consultante pour différentes organisations. Vous avez donc travaillé dans le domaine de la recherche sur les femmes dans le contexte des conflits qui sévissent dans les pays en guerre. Je crois que j'aimerais commencer par vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail spécifique? Je n'ai pas consciemment décidé d'exercer ce métier. C'est plutôt un chemin long et sinueux qui m'y a finalement conduit. En effet, après avoir terminé mes études universitaires en droit, j'ai travaillé pendant quelques années dans un cabinet en la qualité d'avocate que j'étais devenue, spécialisée en droit commercial, où je rédigeais des contrats et des documents fiduciaires. Très rapidement, j'ai compris que ce n'était pas ce que j'étais destinée à faire de ma vie. Je me sentais appelée par les droits de l'homme, appelée à aider les gens. Je vivais en Afrique du Sud, c'était donc il y a environ 20 ans, et il y avait tellement de problèmes sociaux majeurs, de désespoir, de violations des droits humains, de personnes qui avaient besoin d'aide, qu'il m'a paru alors contre nature de servir les plus privilégiés de la population. Je me suis donc tournée vers un master en droit de l'homme, champ pour lequel j'ai eu une curiosité grandissante. Puis, dans ce cadre, j'ai commencé à m'intéresser aux conflits armés pour en arriver à me spécialiser dans ce domaine, ce qui m'a conduite à cibler plus précisément la situation des femmes. C'est ainsi que j'en suis venue, au bout de ce chemin long et sinueux, à travailler dans cette sphère qui me tient vraiment à cœur. Vous venez de publier un article, corrigez-moi si je me trompe, sur les femmes qui font du commerce transfrontalier dans les pays en conflit armé. Oui. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Car votre vision de la situation de ces femmes est passionnante. D'accord. Laissez-moi commencer par faire un pas de côté. Une grande partie du travail que j'ai accompli s'est précisément articulée autour de la dimension spécifique au genre, dans des domaines où celle-ci est rarement prise en compte. Il existe tant de sujets dans le monde où si l'on ne s'y intéresse pas, si l'on ne considère pas la différence du vécu propre aux hommes et aux femmes, on peut tout bonnement ne pas la voir. Le commerce transfrontalier et les conflits en sont un exemple parfait. Si l'on ne s'intéresse pas à la dimension du genre, on peut facilement passer à côté de cet aspect du commerce transfrontalier. J'ai donc réalisé un travail visant à comprendre les expériences des femmes qui traversent les frontières pour faire du commerce en période de conflit. En effet, un grand nombre de femmes sont impliquées dans le commerce transfrontalier informel. J'ai entendu une estimation selon laquelle environ 70% de ce commerce serait effectué par des femmes et ce, en tout temps. Cela vaut donc également en période de conflit. Les femmes jouent un rôle extrêmement important dans le transport de marchandises transfrontaliers, fournissant ainsi des biens aux populations des pays touchés par les conflits et qui en ont désespérément besoin, et assurant la subsistance des familles lorsque tous les autres moyens de subsistance ne sont plus disponibles. Le commerce pratiqué par les femmes remplit ainsi des fonctions sociales très importantes, alors même que, ce faisant, les femmes rencontrent d'énormes difficultés. Sachez que lorsqu'elles traversent les frontières, elles sont confrontées à des défis très périlleux et très divers. Ces femmes sont harcelées, victimes de corruption et se voient confisquer leurs marchandises, sont souvent exposées au harcèlement sexuel et peuvent s'entendre dire « si tu n'as pas de relation sexuelle avec moi, je ne te laisse pas traverser la frontière ». Elles sont donc victimes de violences sexuelles et de vols de leurs marchandises en route. Comprenez bien que ces commerçantes sont confrontées à une multitude de défis dans l'exercice de leur rôle, mais elles sont aussi portées par des motivations essentielles qui les poussent malgré tout à continuer à exercer cette fonction sociale extrêmement précieuse. C'est une réalité fascinante que celle de l'importance du rôle bien particulier des femmes dans le commerce transfrontalier, réalité que l'on ne s'imagine même pas. Mais en grattant un peu sous la surface, on prend la mesure de ce qui peut se révéler en dessous. Oui, et je me demande qui portait un intérêt pour des recherches de cette nature, qui s'y intéressait? Qui s'y intéressait?
Oui, je me pose la question de l'intérêt de mener cette recherche, de son but et de, comment dire, des conséquences ou des résultats d'une telle recherche, de ce que vous avez compris à propos de ces femmes. Oui, depuis peu, les organisations s'intéressent beaucoup aux zones frontalières qui séparent les pays les uns des autres. Je pense que cela s'explique par la prise de conscience récente que les périmètres, les périphéries des pays divisés, sont souvent des lieux à haut risque, des endroits où il se passe toutes sortes de choses. Les frontières sont des lieux de passage d'armes, de marchandises, de criminels ou encore de réfugiés. Les frontières entre les pays sont donc des lieux très intéressants et à haut risque. Et à l'image du reste de ma carrière, je me suis intéressée à ce que ces lieux réservaient aux femmes. Nous savons que ce sont des lieux fascinants compte tenu de tous ces mouvements de population, mais on peut s'interroger sur la situation des femmes dans cet environnement. Comment traversent-elles les frontières? Quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées? J'ai donc examiné cette question sous différents angles. Je me suis penchée sur la manière dont les femmes, membres de groupes armés, traversent les frontières et sur la manière dont les groupes armés déploient les femmes à travers les frontières. Cela m'a vraiment intéressée. Mais ensuite, je me suis penchée plus particulièrement sur le sort des femmes ordinaires, spécialisées dans ce type de commerce transfrontalier, des femmes qui constituent, pour ainsi dire, l'épine dorsale du commerce et de l'approvisionnement entre un lieu et un autre en temps de guerre. J'ai donc focalisé mes recherches sur cet espace frontalier et sur la place qui occupe les femmes à travers les différents rôles qu'elles y jouent. Si j'ai bien compris, ces frontières sont des zones à haut risque. Oui, c'est systématique. Dans de nombreux pays, des pays à haut risque dans le monde, un pays qui est en guerre et son voisin qui ne l'est pas, la frontière constitue le point de démarcation entre le territoire en guerre et celui en paix. Pensons à la criminalité. Ces acteurs franchissent très souvent les frontières. Pensons à la traite des humains. Ces victimes sont très souvent emmenées de l'autre côté des frontières. De même, les réfugiés fuient en passant les frontières. C'est un espace très intéressant où le risque est élevé, très peu soumis au contrôle et dans lequel la présence de l'État est souvent bien faible comparée aux villes qui, elles, disposent de plus de personnel dans l'armée, la police ou les tribunaux. C'est donc beaucoup moins le cas des zones frontalières qui, pour certaines, ressemblent presque au Far West, dans le sens où tout semble permis, avec des dirigeants différents et des règles différentes. Je trouve cela vraiment captivant. Oui, et la hauteur du risque dans ces lieux est proportionnelle à l'occurrence des traumatismes pour les personnes, qui peuvent en subir toute une variété. Alors, comment pensez-vous que nous pourrions, que pouvons-nous faire pour protéger les femmes en particulier, puisque c'est vraiment le cœur de votre intérêt? Comment pouvons-nous aider les femmes à traverser les frontières avec le plus de sécurité possible et essayer d'éviter les traumatismes? Je pense que la première étape pour améliorer la sécurité des femmes dans ces lieux consiste à comprendre les risques auxquels elles sont confrontées, à prendre conscience du problème et à comprendre que leur expérience peut être très différente de celle des hommes. Je pense qu'une fois que l'on comprend les risques auxquels les femmes sont exposées aux frontières et dans les zones frontalières, il devient possible d'y remédier. La grande majorité des personnes qui travaillent aux frontières sont des hommes. Je ne me souviens pas des statistiques exactes, mais je crois que plus de 80% des personnes travaillant à de nombreuses frontières sont des hommes. Il n'y a pas nécessairement de femmes disponibles pour fouiller les femmes. Ainsi, lorsqu'une femme passe la frontière, elle doit être fouillée ou ses biens inspectés, et c'est un homme qui s'en charge. Il est évident que cela crée un terrain propice à l'exploitation et aux abus. Je pense qu'il suffit de comprendre qu'il y a un problème, puis de réfléchir aux mesures à prendre pour que les femmes soient plus en sûreté, afin de réduire les préjudices qu'elles subissent en ces lieux lorsqu'elles les traversent, car avec ces préjudices viennent le traumatisme et la vulnérabilité que les femmes ressentent. Vous travaillez beaucoup avec les Nations Unies, mais aussi avec le gouvernement britannique, et vous collaborez étroitement avec différentes organisations humanitaires. Qu'apportez-vous à ces organisations grâce à vos connaissances en droit humanitaire et aux problèmes que vous avez identifiés? Ce que j'apporte? Oui, en tant que consultante, quel est votre rôle ou qu'apportez-vous à ces organisations? Les organisations font appel à moi pour diverses missions,
Mais ce qui me plaît le plus et qui constitue mon domaine de prédilection, c'est de mener des recherches approfondies. Ainsi, lorsqu'une organisation souhaite mettre en place un certain programme pour agir à un niveau particulier, la première étape consiste à bien comprendre la nature du problème, à comprendre comment et pourquoi il se manifeste dans un endroit donné, quelles en sont les causes profondes et les facteurs sous-tendus. Je suis souvent engagée pour mener des recherches approfondies, souvent dans des pays touchés par des conflits ou une instabilité politique. Typiquement, le client me présente un problème qu'il essaie de mieux comprendre ou un phénomène qu'il essaie de mieux cerner. Je me mets donc au travail en préparant une méthodologie de recherche et je détermine le processus qui permettra de trouver des réponses au questionnement initial. Ce processus définit ce qui cherche à être compris et détaille les éléments qui permettront d'obtenir les renseignements souhaités. Ensuite, je me rends dans le pays concerné où je mène des entretiens, organise des groupes de discussion et échange avec les parties prenantes ainsi qu'avec les diverses personnes qui peuvent me renseigner et ce, à tous les niveaux. Cela inclut donc des membres du gouvernement, des ONG humanitaires et de la communauté diplomatique. Mais surtout, cela inclut les personnes en première ligne, les personnes déplacées, celles touchées par les conflits, les civils, les personnes qui subissent réellement, au quotidien, les problèmes en question. Je passe donc beaucoup de temps à m'entretenir avec elles, à mener des entretiens structurés et à essayer de comprendre leur expérience en profondeur, à saisir l'étendue des difficultés de toutes ces personnes touchées. Comment les vivent-elles? À quoi est-ce que cela ressemble? Que ressentent-elles? Que craignent-elles? Que font-elles pour faire face à ces situations? C'est le cœur de mon travail de recherche. Ensuite, généralement, je rédige un rapport sous une forme permettant aux acteurs humanitaires ou politiques de l'exploiter. Cela peut être un rapport de recherche, une rubrique, un document politique qui donne des orientations, souvent assorti de recommandations du type « Voici ce que je pense que nous devons faire pour résoudre ce problème ». Pourriez-vous nous donner l'exemple d'un programme, d'une formation ou d'une recherche à laquelle vous avez participé et en décrire toutes les étapes? Eh bien, pour vous donner l'exemple d'une recherche, je peux vous parler de l'une des missions les plus fascinantes de ma carrière, qui fut vraiment une expérience incroyable. Pendant la guerre contre Daesh en Irak, j'ai été recrutée par l'ONU pour travailler sur un programme qui gérait des centres d'accueil pour les femmes victimes de violences sexistes pendant le conflit. Nous gérions 3 centres dans 3 camps de réfugiés pour les Syriens déplacés de Syrie, ainsi que des centres dans 3 camps pour les Irakiens déplacés de différentes parties de l'Irak. Ces centres offraient toute une gamme de services aux femmes victimes de violences sexistes pendant la guerre. Il pouvait s'agir de violences résultant du conflit commises par l'un des acteurs armés aux mains de l'État islamique. Mais il pouvait aussi s'agir de violences subies par les femmes dans leur vie quotidienne. Car l'une des conséquences des conflits est que, outre toute cette violence à l'extérieur, on assiste également à une recrudescence des taux de violence domestique. La violence au sein du foyer augmente également. Les femmes se retrouvent dans ces terribles situations de guerre où le danger guette de toutes parts, à l'extérieur comme à l'intérieur. Car une fois chez elles, le risque d'être battues et maltraitées à domicile est accru. Nous gérions donc ces centres où différents accompagnants étaient à la disposition des femmes pour les assister de multiples façons. Il y avait des policiers, des avocats, des travailleurs sociaux et des psychologues. Nous avions mis en place des guichets uniques où elles pouvaient obtenir les différents types d'aides dont elles avaient besoin dans leur situation. Mon rôle était celui d'expert technique et consistait à veiller à ce que les programmes fournissent les services appropriés, à ce que ces services atteignent réellement les objectifs escomptés, à ce que les programmes fonctionnent correctement sur le plan technique, à ce qu'ils contribuent à résoudre les problèmes et à ce que les services fournis ne causent pas davantage de préjudice ou de traumatisme. Ce fut une expérience incroyablement gratifiante de travailler dans un endroit avec de si grands besoins, des besoins immenses, et d'essayer de mettre en place au moins quelques services pour soulager un peu la situation à un niveau très personnel. Et ce que vous avez dit est vraiment important, cette idée d'éviter d'ajouter un traumatisme à un traumatisme. Et je pense que c'est le travail incroyable que vous faites en vous concentrant sur les traumatismes déjà subis et en essayant de ne pas en ajouter trop d'autres. Je pense que dans mon domaine d'expertise, qui est celui des femmes en situation de guerre, une grande partie de mon travail a porté sur les violences sexuelles dans le contexte de conflit, l'exploitation sexuelle dans ce contexte de conflit et tous ces types d'abus auxquels les femmes sont confrontées.
Et dans ce domaine, il y a vraiment un risque d'accumulation des traumatismes. Nous sommes en présence de femmes qui ont vécu des choses terribles, vraiment terribles, à qui il est arrivé des choses inimaginables. Mais parfois, alors qu'elles décident d'aller porter plainte à la police ou de se confier à un prestataire de service, la manière dont elles sont accueillies constitue un véritable traumatisme additionnel. On leur fait ressentir de la honte, on leur fait ressentir de la peur. Parfois, elles sont même à nouveau victimes d'abus dans ce genre de situation. Leurs interlocuteurs posent des questions d'une manière qui leur donne l'impression d'être jugées. Il est si facile pour une victime de violence de se sentir jugée, de ressentir de la honte, même si elle n'y est évidemment pour rien. Mais très souvent, le sentiment qui domine est bien la honte. Une grande partie de mon travail consiste donc à former les accompagnants sur le terrain. Voici comment lutter contre la violence sexiste, comment mener un travail social dans un contexte de violence sexiste, comment accueillir les survivantes, les recevoir, les interroger, leur parler, en gardant constamment à l'esprit le traumatisme subi et le risque de retraumatisation si l'on ne s'y prend pas correctement. C'est autour de ces thématiques que s'articule la plupart de mon travail. J'ai dispensé de nombreuses formations à des accompagnants dans différents pays sur ces sujets précis. Comment proposer des services de manière responsable en tenant vraiment compte des préjudices subis? Il s'agit principalement d'amener les accompagnants à réfléchir à la nature de ces expériences. J'ai eu par exemple l'occasion de former un groupe de policiers masculins tous en uniforme, armés, à l'allure très virile. Et j'ai essayé de leur expliquer, d'imaginer ce que peut ressentir une femme, surtout une femme qui vient d'être violée en entrant dans un commissariat à la vue de tous ces hommes. Cela doit être terrifiant. Il s'agit donc de sensibilisation, car sans clé de compréhension, on ne peut pas modifier son propre comportement pour offrir un accueil plus doux à une survivante. Et sont-ils réceptifs à cela? Oui, tout à fait. Je trouve les gens très réceptifs. Lorsque les explications sont données de façon à les inciter à marquer une pause et à imaginer ce que cela représente, je constate que les accompagnants veulent faire de leur mieux. Qu'ils soient policiers, avocats ou travailleurs sociaux, ils veulent aider et se soucient des autres. Il s'agit donc de leur expliquer la situation de crise, de les amener à réfléchir à l'expérience de la victime, à comprendre son ressenti de honte, à saisir qu'un accueil inapproprié peut renforcer cette honte, même si ce n'est pas délibéré. Car c'est malheureusement ainsi que des comportements non intentionnels peuvent susciter chez les victimes certains ressentis. Une fois que les gens commencent à réfléchir à cela et à le comprendre, je les trouve très réceptifs. D'un autre côté, nous sommes souvent confrontés à des problèmes culturels, des normes culturelles et des croyances culturelles profondément enracinées. C'est donc un véritable processus, et les choses ne changent pas du jour au lendemain. C'est un travail intéressant à long terme. Améliorer la prestation de services dans ce domaine spécifique est toujours un travail long et minutieux, mais essentiel. Ce travail que vous réalisez, qui consiste à sensibiliser, à mettre l'accent sur ces situations liées au genre, comment pouvons-nous l'étendre, le diffuser de plus en plus dans différents pays? Car cela ne touche pas seulement l'Afrique ou la Syrie. Bien au contraire, la problématique est répandue, se retrouve dans d'autres pays, même dans les pays européens et en Amérique. On la retrouve donc partout. Comment faire pour diffuser cette prise de conscience dans le monde entier? C'est un travail difficile et de longue haleine. J'ai sincèrement l'impression que nous avons, en tant que société, fait des progrès ces dernières années. Je pense que la situation s'est considérablement améliorée en l'espace de 20 ou 30 ans, avec le mouvement MeToo et les poursuites judiciaires récentes contre des hommes célèbres impliqués dans des affaires d'abus envers des femmes. Je pense qu'il y a une meilleure compréhension et une prise de conscience plus forte de la nocivité des abus et du fait que ce sont les auteurs qui sont responsables, pas les victimes. Mais en dépit de ces avancées majeures, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. La faute n'est encore que trop souvent rejetée sur les victimes. Mais je crois que je ne suis pas en train de répondre correctement à votre question. Ce n'est pas grave. En réalité, je ne sais pas vraiment comment y répondre. Laissons-la de côté? D'accord. Vous venez de rédiger un livre. Pourriez-vous nous en parler un peu?
Bien sûr, je viens d'écrire un livre au sujet des femmes dans les économies de guerre. L'idée de ce livre m'est venue après avoir passé de nombreuses années sur le terrain à observer différents aspects des conflits armés. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un sujet qui n'avait pas vraiment été abordé et j'ai donc décidé de l'explorer. Les économies de guerre désignent les économies qui se mettent en place en période de conflit armé. Les acteurs armés, en menant leurs insurrections et en accomplissant leurs actions, en tirent un certain profit. Ainsi, souvent, dans le cadre de leurs insurrections, ils se livrent à des activités criminelles, volant, pillant, taxant les populations, se livrant à la traite des êtres humains et au trafic de drogue. Les groupes armés qui s'adonnent à ces nombreuses activités criminelles commencent alors à gagner beaucoup d'argent. Les insurrections deviennent de fait incroyablement lucratives. Par conséquent, les acteurs armés sont incités à poursuivre leurs activités, car plus ils peuvent les poursuivre, plus ils peuvent en tirer profit. Dans ces conditions, on constate que les économies de guerre font obstacle à la paix, car malgré toutes les différentes raisons idéologiques pour lesquelles les gens ne veulent pas faire la guerre, leur principale motivation est simplement de la poursuivre, car la guerre devient ce qu'il y a de plus rentable pour eux. Il y a donc beaucoup de discussions autour de ces économies de guerre, et de nombreux groupes armés se sont engagés dans cette voie comme Daesh ou encore Al-Shabaab. De nombreux groupes semblables se sont engagés dans ces activités économiques liées à la guerre. Et donc, en consultant la littérature disponible sur cette thématique au sens large, on pourrait presque avoir l'impression que c'est un univers constitué uniquement d'hommes. Avec un casting entièrement masculin, univers dans lequel les hommes du groupe armé viennent avec leurs armes, se livrent à des crimes, engrangent des profits, avec cette impression donc que cela n'implique que des hommes. Je me suis dit que cela n'avait pas vraiment de sens et que le tableau brossé était incomplet. Où sont les femmes? Sont-elles impliquées en tant qu'agresseurs? En tant que membres de ces groupes armés, se livrent-elles à des actes criminels? Où se situent les femmes dans ce tableau? Sont-elles des victimes, des collaboratrices, des instigatrices? Mon livre s'intéresse donc aux femmes et aux économies de guerre. Il examine ce tableau des économies de guerre et pose les questions suivantes. Où les femmes s'inscrivent-elles dans ce tableau? Comment collaborent-elles? Comment font-elles le bien ou le mal? Comment sont-elles victimes? Et comment commettent-elles des actes répréhensibles? Et donc oui, j'ai consacré de nombreuses années à ce projet. Je viens de le terminer. Il vient d'être remis à mon éditeur et sera publié en avril de cette année. Je suis vraiment très emballée et je vous invite à le découvrir. Oui, nous l'attendons avec impatience et nous espérons qu'il rencontrera un grand succès. Merci beaucoup. Vous avez dit avoir travaillé dans des camps de réfugiés. Quelles sont les spécificités ou les vulnérabilités des femmes déplacées qui se trouvent dans ces camps? Quel travail y avez-vous accompli? Qui avez-vous observé? Les femmes sont particulièrement vulnérables à divers niveaux lorsqu'elles sont déplacées. Chaque partie du voyage comporte des vulnérabilités propres, et ce, dès l'instant où elles commencent le transit. Exposées à de nombreux risques, elles sont souvent exploitées par les passeurs et sont victimes de violences dans ce processus de déplacement. Qui plus est, une fois arrivées dans les camps où elles s'installent pour une durée indéterminée, elles sont particulièrement attaquables à bien des égards. Considérons la façon dont les camps sont organisés. Les femmes vivent souvent dans des tentes ou des abris très précaires, lesquels ne peuvent souvent même pas être correctement fermés à clé la nuit. Dès lors, si une femme est seule chez elle ou avec ses enfants, n'importe qui peut y entrer. Une simple paire de ciseaux suffit en effet pour faire intrusion dans un tel logement. Les problèmes de sécurité physique sont indéniables. Considérons également les toilettes, un autre lieu de danger pour les femmes. Je l'ai constaté si souvent. Quand une femme va aux toilettes, un homme peut simplement y entrer et la maltraiter. Je me souviens avoir vu, dans un camp au Soudan du Sud, des latrines pour hommes et pour femmes dos à dos, séparées par un morceau de tôle ondulé. Quelqu'un avait découpé un trou dans cette séparation de fortune, délimitant les toilettes des hommes et celles des femmes, de sorte que n'importe quel homme pouvait passer des toilettes des hommes à celles des femmes et aucune réparation n'avait été faite. Notre travail consiste donc, par exemple, à identifier de tels problèmes et à pointer simplement les améliorations à apporter pour amener de la sécurité pour les femmes dans ces camps de réfugiés. Un regard sensible à la question du genre souligne la nécessité de garantir que ce type d'incident ne se produise pas, de s'assurer que les toilettes puissent se verrouiller, de s'assurer qu'il y ait un éclairage la nuit pour que les femmes puissent se déplacer en toute sécurité. Ce que j'ai entendu de plus poignant au cours de ma carrière et qui m'a marqué pour la vie m'a été rapporté lors d'une discussion avec des femmes déplacées dans un camp au nord du Nigeria.
Elles m'ont dit à quel point les agressions étaient nombreuses lorsqu'elles sortaient pour aller aux toilettes la nuit, dans l'obscurité. Souvent, victimes d'agressions et de viols, elles ne voulaient plus y aller seules, après la tombée de la nuit. Elles ne buvaient donc plus rien à partir de 14 heures environ, parce qu'elles ne voulaient pas avoir envie d'uriner tard dans la nuit. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus humiliant et de dégradant que de ne pas pouvoir boire parce que vous ne voulez pas aller aux toilettes pour ne pas risquer d'être violé pendant la nuit? Vous imaginez? Moi, cela m'a vraiment frappée. Comment imaginer vivre ainsi? Et donc, oui, les camps de réfugiés sont une véritable horreur pour tout le monde, à plus d'un titre. Mais ces éléments supplémentaires auxquels les femmes doivent penser et ces risques additionnels auxquels elles sont confrontées de la part des hommes extérieurs à leur groupe, des hommes de leur groupe, des voisins, des membres de leur famille, tout cela ne fait qu'ajouter aux difficultés que les femmes rencontrent chaque jour. Il est parfois difficile d'être une femme dans ce monde, surtout dans un contexte de déplacement. Elles ont, de plus, la charge de leurs enfants qui sont, eux aussi, vulnérables. Absolument, les femmes doivent en effet supporter ce double fardeau, et ce double fardeau, cette double vulnérabilité, peut rendre leur situation insupportable. Merci, merci beaucoup, Orly. Je sais que nous pourrions continuer cette conversation encore longtemps, mais je pense que nous avons fait le tour des principaux aspects de votre travail. Je suis impressionnée par ce que vous accomplissez. Merci d'avoir mis en lumière la condition de ces femmes traumatisées, en particulier celles qui passent les frontières. Merci d'être venu à ma rencontre pour en parler. Oui, toutes ces femmes traumatisées par tous ces conflits qui sévissent à travers le monde. Merci beaucoup. Merci.